Quand on vous dit roi ou reine, vous pensez au charisme ou même à la prestance. Mais si je vous dis qu'un roi était tétanisé à l'idée de s'exprimer en public et même incapable de prononcer un discours, ça vous paraît bizarre, non? Eh bien pourtant ce roi a bel et bien existé et je vais vous raconter son histoire. Albert Frédéric Arthur George, né le 14 décembre 1895 à Sandringham House en Angleterre. Il est le fils du roi George V et de la reine Marie de Teck. Bertie, comme on le surnomme rapidement, grandit avec ses frères et sœurs. Mais comme dans beaucoup de familles nobles à l'époque, il voit peu ses parents et est surtout élevé par des nourrices. L'une d'entre elles s'amuse à le faire souffrir et le nourrit peu, ce qui le traumatise et lui cause d'importants problèmes d'estomac. Mais en réalité, ce dont il souffre le plus ne se voit pas au premier regard. Il est bègue et peine à s'exprimer correctement. Le 22 janvier 1901, son arrière-grand-mère, la reine Victoria, décède. Son fils Édouard VII lui succède jusqu'en 1910. Puis vient le tour du père de Bertie, le roi George V. Dès 1913, le jeune Albert, lui âgé de 18 ans, officie dans la marine. Il embarque comme aspirant sur un navire et passe 3 mois en Méditerranée, mais 1 an plus tard, alors qu'il commence son service militaire, la Première Guerre mondiale éclate. Il participe à quelques batailles et est même distingué, mais il souffre à nouveau de problèmes de santé et est opéré pour un ulcère de l'estomac. Il sert ensuite dans la Royal Air Force dès sa création en 1918. L'année suivante, Albert s'inscrit à la prestigieuse université de Cambridge, où il étudie l'histoire, l'économie et l'instruction civique pendant 1 an. En 1920, il devient officiellement le duc d'York, comte d'Iverness et baron Killarney. À la même époque, il commence aussi à exercer un vrai rôle de représentation au sein de la famille royale. Albert remplace son père pour certains événements publics et, à ces occasions, il doit prononcer un discours. Un calvaire pour lui, car il souffre encore beaucoup de son bégaiement. Au même moment, Albert commence à fréquenter Lady Elizabeth Bowes-Lyon, une aristocrate certes, mais qui n'appartient à aucune famille royale. Un détail qui importe peu pour Albert qui est fou amoureux d'elle. Il la demande alors en mariage, mais elle refuse à 2 reprises car elle ne souhaite pas renoncer à sa vie en rentrant dans la famille royale. Puis elle finit par accepter. Et oui, elle se dit Bertie est un personnage de second plan dans la famille royale et avec son bégaiement, on ne risque pas de nous embêter. Le couple se marie le 26 avril 1923 à l'abbaye de Westminster et entame ensuite une série de plusieurs voyages entre 1924 et 1925. La même année, à Wembley, une banlieue du nord de Londres, a lieu l'exposition impériale britannique, un événement dont le but est de faire rayonner la couronne britannique et saluer la grandeur de l'Empire. Et pour clore cette exposition, le roi George V choisit son fils, le prince Albert, pour prononcer un discours. Oui, c'est là que les problèmes commencent. Alors qu'il s'avance sur la scène du Wembley Stadium, il est pris d'un immense stress. Son bégaiement s'amplifie et Albert peine énormément à prononcer son discours, ce qui crée un moment traumatisant pour lui et très gênant pour la foule. Albert, qui se sent humilié, ne veut plus jamais revivre ça. À cela s'ajoute une tournée de 6 mois prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sa femme sait qu'il devra de nouveau s'exprimer et veut elle aussi éviter que le fiasco de Wembley se reproduise. Bertie consulte alors beaucoup de spécialistes de la diction et autres orthophonistes. Mais rien n'y fait. Son bégaiement semble même empirer. Mais une amie du couple, qui souffre elle aussi de problèmes de diction, leur conseille un spécialiste dont ils n'ont jamais entendu parler, Lionel Logue, un orthophoniste australien qu'elle consulte aussi. Même s'il est presque désespéré, Bertie accepte de le rencontrer. Logue a des manières peu ordinaires, mais il est réputé pour avoir soigné plusieurs patients, notamment d'anciens soldats de la Grande Guerre. Le premier rendez-vous entre les 2 hommes ne se passe pas vraiment très bien. Le spécialiste cherche à savoir depuis quand le prince bégait et lui pose des questions sur son enfance. Albert, qui est écrasé par la figure paternelle, se braque et manque de quitter le cabinet. À la fin de ce premier rendez-vous, Logue est clair et net. Le bégaiement du prince est très important. Mais il peut le soigner. Cependant, il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Il commence d'abord par analyser le prince physiquement et psychologiquement. Sur un carnet, il écrit « Mental assez normal, tension nerveuse aiguë, inhérente à son trouble, physique bien bâti, épaules solides, mais une taille flasque. » Ok, bon, moi perso, je serais pas très fan que mon docteur dise ça, mais... Une fois son diagnostic posé,
Les deux hommes commencent à travailler ensemble dès la fin de l'année 1927. Ils commencent par des exercices de respiration et d'articulation des plus classiques. Mais pas seulement. Albert doit par exemple réciter un discours en courant dans la pièce. Quand il a fini, il doit le faire en secouant les bras en l'air ou même en se roulant par terre. Des méthodes peu orthodoxes, encore plus pour un prince, mais qui finissent par porter leurs fruits. Pour être sûr de réussir, les deux hommes se voient très souvent. Entre octobre et décembre 1927, plus de 80 rendez-vous sont organisés. Quelques mois plus tard, le prince entreprend une première tournée de voyage où il prononce des discours un peu plus aisément. Là, vous allez me dire, voilà, c'est bon, tout est réglé. Eh ben, pas vraiment. Le 20 janvier 1936, le père d'Albert, le roi George V, meurt à l'âge de 71 ans. C'est son fils aîné David qui lui succède sous le nom d'Édouard VIII. Le roi gouverne pendant presque un an et il est apprécié par le peuple. Mais en parallèle, il entretient une liaison avec une femme appelée Wallis Simpson, une Américaine qui s'est déjà mariée 2 fois et a déjà divorcé 2 fois. Édouard VIII est fou amoureux, mais son premier ministre le prévient. S'il épouse une femme divorcée dont les ex-maris sont encore en vie, alors il ne pourra pas rester roi. Peu importe, le 11 décembre 1936, le roi décide tout simplement d'abdiquer. Oui, vous l'avez compris, celui qui doit désormais monter sur le trône, c'est Albert. Et Albert n'a pas du tout envie de gouverner. Mais contraint par la pression familiale et les obligations constitutionnelles, il accepte. Il succède à son frère le 20 janvier 1936 et prend le nom de George VI. Son couronnement a lieu le 12 mai 1937. À l'approche de cette date, il multiplie les rendez-vous avec Log pour être fin prêt. Le jour de la cérémonie, il a peu de mots à prononcer, mais tout se passe pour le mieux. Lionel Log a réussi son travail. Mais si ce discours est une réussite, il n'offre que peu de répit à George VI. Au même moment, en Allemagne, un homme du nom d'Adolf Hitler a pris le pouvoir. Son discours et sa volonté d'étendre son territoire en Europe inquiètent la couronne britannique. En 1939, le roi doit se résoudre à prononcer l'un des discours les plus importants de sa vie. L'entrée en guerre du Royaume-Uni contre l'Allemagne nazie. Un discours qui sera retransmis en direct par la BBC et écouté par des millions de personnes. Lionel Log et lui s'entraînent alors à nouveau de nombreuses fois et continuent de multiplier les techniques les plus farfelues. Le 3 septembre 1939, le roi s'avance dans les couloirs de Buckingham Palace pour se rendre dans la salle d'où il prononcera son discours. Derrière lui, Lionel Log le suit de près. Il assiste le roi pendant tout son discours en se tenant à ses côtés. Au Royaume-Uni et dans toutes les colonies de l'Empire britannique, les sujets de George VI sont prêts à l'écouter. Le roi prononce son discours parfaitement. Un peu hésitant au début, il se ressaisit. Non seulement il ne bute pas sur les mots, mais il arrive à mettre de l'émotion et à rester convaincant. Pour l'aider, Lionel Log a en coulisses remanié le discours en supprimant les lettres G et K qui font buter le roi. L'orthophoniste a réussi sa mission ultime, donner une stature à ce roi jusqu'ici resté sans voix. Par la suite, l'orthophoniste accompagnera le roi dans de nombreux déplacements pour l'aider à prononcer ses discours. Il sera même fait commandeur de l'Ordre royal en 1944. À la mort du roi, en février 1952, la reine-mère écrit une lettre à l'orthophoniste. « Je sais peut-être mieux que quiconque à quel point vous avez aidé le roi, à quel point vous avez influé non seulement sur son élocution, mais aussi sur toute sa vie et sa vision de la vie. Je vous serai à jamais reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour lui. » Cette histoire peu commune pour un homme d'une telle envergure a très vite intéressé le cinéma. C'est pourquoi après une première tentative sur le sujet, c'est le réalisateur Tom Hooper qui s'en empare en 2011. Il signe Le Discours d'un roi, film multi-oscarisé, où Colin Firth incarne brillamment George VI et donne la réplique à l'excellent Geoffrey Rush dans le rôle de Lionel Log. Sans être un documentaire, le film tente de coller au plus près à l'histoire vraie de ce roi bègue. Mais le réalisateur se permet quelques écarts pour rendre l'histoire un peu plus cinématographique. Dans le film, on peut voir Log appeler le roi Bertie et lui demander de l'appeler en échange Lionel, pour que les deux hommes soient égaux. Une familiarité que ne s'est jamais permis le vrai Lionel Log. Mais après tout, le cinéma, c'est que du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne de 20 minutes. N'hésitez pas à nous dire également en commentaire si vous voulez qu'on parle d'une personne qui a inspiré un film ou une œuvre.